Bienvenue à l'écoute de cette série de 6 capsules éducatives portant sur les essentiels sur les troubles de la personnalité. Ces capsules ont été élaborées par des professionnels du Centre de traitement le Faubourg Saint-Jean, qui est au CIUS de la capitale nationale. Il s'agit d'une clinique spécialisée dans le traitement des troubles de la personnalité. Ces capsules se veulent également des réponses à des questions courantes en regard du trouble de la personnalité. À qui sont destinés ces enseignements et pourquoi les faire? Nous visons d'emblée les personnes ayant un trouble de la personnalité. Nous avons comme premier objectif de donner des informations justes, issues de la recherche et de l'expérience clinique. En apprendre davantage sur le trouble est une première étape importante pour le traitement, et notamment pour vous permettre de prendre en main votre rétablissement. Nous ciblons également les familles et les professionnels de la santé. Des membres des familles sont souvent très impliqués auprès de leurs proches et pourront avoir un impact sur l'issue de la démarche auprès d'eux. Je me présente aussi, je suis Gabriel Autreny, ergothérapeute et je travaille au Centre de traitement le Faubourg Saint-Jean. Je suis Laurence Vioguet, je suis psychologue et je travaille aussi au Centre de traitement le Faubourg Saint-Jean. Quelques consignes pour les capsules. Ces capsules-là ont été conçues dans un certain ordre, mais peuvent être également écoutées et réécoutées dans l'ordre que vous le souhaitez. Vos réflexions conséquentes à ces informations que vous allez recevoir pourront être échangées avec les professionnels qui sont impliqués dans votre démarche thérapeutique. Et sachez qu'on apprécie tout le temps vos commentaires, vos questions quant au contenu. Et cela va nous permettre d'être encore plus pertinent, de faire des modifications au besoin dans les informations qu'on souhaite vous communiquer. Sur ce, bonne écoute. On poursuit, Evans et Laurence, avec une première question que les gens se posent souvent. Ils vont venir nous dire, parfois j'ai l'impression que mon diagnostic joue quand je vais chercher de l'aide à l'emploi, ou quand je vais chercher de l'aide ou à l'emploi. Est-ce que c'est juste moi qui vois ça comme ça? Non, pas vraiment. En fait, c'est une difficulté qu'on note avec le trouble de la personnalité, c'est qu'il y a beaucoup de discrimination en lien avec ce diagnostic. Il y a des études d'ailleurs qui ont démontré, qui indiquent d'ailleurs que c'est le groupe de personnes avec un diagnostic, ce groupe de personnes avec un diagnostic de trouble de la personnalité, c'est le groupe le plus stigmatisé parmi les catégories des troubles mentaux. Qui sont ces gens qui discriminent d'ailleurs? Donc, on va parler de discrimination. C'est tous ceux qui interagissent avec eux. Autant les intervenants, les familles, les médias, que les patients eux-mêmes. C'est dans ce contexte-là qu'on va parler d'auto-stigmatisation. Parmi les intervenants, je le dis de mémoire, on voyait beaucoup les infirmières, beaucoup les gens qui travaillent aux urgences. Ça nous est rapporté, d'ailleurs, par les patients, comment ça a été difficile le passage à l'urgence, comment ils se sont sentis pas très bien. Donc, non, ce n'est pas une fausse impression que vous avez. Il y a quelque chose de un peu plus difficile à porter ce diagnostic. Même dans les structures de soins, on va retrouver cette stigmatisation-là. On va le retrouver dans la disponibilité au service. Pas toujours disponible. Les couvertures d'assurance, un diagnostic comme celui-là pour une compagnie d'assurance va créer tout un émoi dans le dossier. Au niveau de l'emploi, il y a des gens qui n'obtiendront pas tel ou tel emploi en lien encore avec ce diagnostic. Même au niveau de la recherche scientifique, lorsqu'on compare tous les sommes qui sont dédiées à la recherche, si on le compare à la schizophrénie, cela n'a aucune mesure de comparaison possible. Il y a énormément d'argent qui est dédié à la schizophrénie et très peu au niveau des troubles de la personnalité. On va retrouver également, parmi ceux qui stigmatisent, les gens au niveau des médias. On reviendra un peu sur cette dimension-là. Tout d'abord, j'aimerais peut-être parler un peu de l'autostigmatisation. C'est peut-être un concept que les gens saisissent un peu moins, mais c'est l'intégration par la personne elle-même, celle qui présente les difficultés, des stéréotypes sociaux. Le fait de se dire « je suis pas capable, je suis une incapable, je suis impuissant, je suis sans valeur, je suis à tendance à s'autodéprécier, un sentiment de honte ». Alors, même, elle a intégré ces dimensions-là dans la perception d'elle-même, ce qui peut même la décourager à aller rechercher des traitements avec le faible estime et ces stéréotypes-là qu'elle a intégrés. Donc, c'est dans ce sens qu'on va parler d'auto-stigmatisation. Pour être plus précis,
pour que vous fassiez des images au niveau de la stigmatisation, on va regarder quelle forme cela peut prendre. Pour bien le décrire, la stigmatisation est basée d'abord sur des stéréotypes. Les stéréotypes, c'est une surgénéralisation au sujet d'une personne qui est basée sur une appartenance à un groupe. Globalement, on pourrait dire c'est ce que l'on pense de moi. Parfait. Bien, je trouve ça intéressant de nommer les différents acteurs qui discriminent. Puis c'est surprenant, dans le fond, hein, Evan, quand on pense que les gens eux-mêmes peuvent vivre certains stigmas. Comment tu le comprends ou comment tu l'expliques? Parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en clinique. Moi, je demande souvent aux gens qui viennent me voir, qu'est-ce que vous en pensez du trouble de la personnalité? Qu'est-ce que vous en connaissez? Et on entend toutes sortes de choses. Tout à fait. Et c'est un sujet très intéressant, puis c'est bien important de saisir ce concept-là de l'autostigmatisation. Hein, la définition simple, là, c'est l'intégration par la personne de stéréotypes qui viennent du social, de ce que les gens pensent d'elle, de cette personne-là. Elle peut avoir un sentiment d'être incapable, impuissante, sans valeur, qui a tendance à s'auto-déprécier, qui a honte d'elle-même. Alors, on comprend que cette personne-là, avec ce faible estime-là, aura de la difficulté à vouloir s'impliquer au niveau d'un traitement. Et d'ailleurs, c'est une dimension qu'on va travailler, les thérapeutes vont travailler dès le début de la thérapie parce que ça a une interférence très claire avec le fait de s'impliquer au niveau d'un traitement. Oui, puis les gens vont parfois dire... Bien, j'ai toujours été comme ça. Donc, ils vont penser que ça fait partie d'eux-mêmes et que il y a quelque chose qui ne changera pas par rapport à ça. Donc, il y a quelque chose de très, très intégré à l'identité. Tout à fait. On va aller un peu plus loin au niveau de la stigmatisation parce que c'est bien important que vous compreniez ce concept-là. On va prendre quelle forme ça peut prendre. D'abord, je vais subdiviser la stigmatisation par des étapes là, qui en vient à avoir un comportement stigmatisant. D'abord, à la base de cela, il y a un stéréotype. Hein. Un stéréotype, c'est une surgénéralisation au sujet d'une personne qui est basée sur une appartenance à un groupe. En gros, là, c'est qu'est-ce que l'on pense de cette personne-là en lien avec ce qu'elle est. Donc, on pourrait donner ici l'exemple, c'est que les gens qui ont un trouble de personnalité, ce sont des irresponsables. Donc, voyez-vous, cette surgénéralisation-là par rapport à un concept. Cette surgénéralisation-là va amener un préjugé. Donc, ce stéréotype va amener un préjugé. Qu'est-ce que le préjugé? C'est en concordance avec le stéréotype et des émotions négatives envers cette personne-là. Donc, c'est ce qu'on ressent par rapport à cette personne-là. Alors, le préjugé, en lien avec « ce sont des irresponsables », le préjugé serait « c'est vrai et je ne leur ferai jamais confiance ». Ça, c'est le préjugé. Qui va amener maintenant des actions, donc on va appeler la discrimination, qui sont des actions injustes envers ces groupes ou les membres de ces groupes. Donc, on pourrait nommer comment on agit par rapport à ces préjugés-là. L'action ici, en lien avec ce stéréotype, ce préjugé, la discrimination serait « je n'embaucherai personne avec un diagnostic de trouble de la personnalité ». On peut en nommer d'autres stéréotypes qui amènent d'autres discriminations, de dire, à titre d'exemple, les troubles de personnalité les personnes qui présentent un trouble de personnalité sont incompétentes à décider pour elles-mêmes. Elles sont comme des enfants. La discrimination, bien, c'est une prise en charge par des proches ou par les intervenants ou une hospitalisation contre leur gré ou des traitements inadéquats. Donc, c'est très présent dans toutes les dimensions. On peut en regarder d'autres plus globalement. Un des stéréotypes que l'on a, c'est que toutes ces personnes sont des manipulatrices. Donc, le préjugé, c'est qu'ils manquent de volonté et qu'ils ne cherchent qu'à attirer l'attention. Un autre stéréotype maintenant, c'est un choix qu'ils font d'agir comme ça. Donc, le préjugé, c'est qu'ils ne méritent pas notre sympathie. Un autre stéréotype, ces gens-là sont intraitables. Le préjugé, ils ne changeront jamais. C'est pas banal, hein, ces trucs-là. C'est vraiment des
commentaires que l'on rencontre lorsqu'on fait, à titre d'exemple, des rencontres familiales ou des rencontres avec des gens plus proches, ces préjugés-là vont émerger dans nos explications par rapport à la façon dont on a de traiter ces personnes. Je vais en donner encore quelques-uns. Ce que l'on a entendu, puis celle-ci, on l'a entendu d'une personne qui a fait une présentation un jour avec moi, qui présentait un trouble de personnalité. Elle, le stéréotype qu'elle avait entendu, c'est que, la concernant, c'est que les personnes qui présentent un trouble de personnalité, c'est les pires partenaires en relation. Puis le préjugé, bien, ça ne peut que mal tourner. Donc, vous voyez un peu... comment ça peut être difficile de circuler avec, de se développer puis d'établir des relations avec des gens qui pensent ça autour de vous. Ou encore, ce que l'on rencontre chez des intervenants davantage, c'est que les personnes qui présentent un trouble de personnalité proviennent de familles dysfonctionnelles. Le préjugé, bien, les parents sont à blâmer pour les troubles de la personnalité de leurs enfants. Donc, on pourrait les multiplier, ces préjugés-là. Il y en aurait mais encore il y en a bien beaucoup. d'autres. Mais elles ont à vivre avec ça. C'est ce qui rend ce trouble-là particulièrement difficile et particulièrement aussi ardu de s'impliquer au niveau d'un traitement. Ce qu'on comprend, c'est que ça vient de plein d'endroits, cette discrimination-là. Ça origine de plein de pensées que les gens peuvent avoir. Puis pour nous, peut-être comme intervenants, c'est de voir que même nous, on peut avoir un impact sur ça. Puis il y a une réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on doit faire pour aider ces gens-là, qu'est-ce qu'on doit considérer, puis qu'est-ce qui même vient d'eux ou vient de leur milieu dans ces préjugés-là puis dans ces stéréotypes-là. Fait que c'est intéressant de voir que ça vient d'un peu partout, puis qu'assez rapidement, même dans nos propres pensées, on peut poser des gestes concrets qui peuvent peut-être aider dans cette direction-là. Pour poursuivre un petit peu sur ça, si on prend un des préjugés en général, les gens se posent la question, ils se disent, avec moi, les gens, ils savent pas toujours comment réagir, ils en viennent à avoir peur de moi. D'autres me disent que c'est pas possible que j'ai ce diagnostic-là parce qu'ils m'apprécient. Pourquoi les gens, ils réagissent comme ça, selon toi, Laurence? Bien, je peux tenter déjà un premier élément de compréhension ou d'explication. En fait, quand on parle de la personnalité, bien, on parle de différentes facettes de la personnalité qui parfois sont moins adaptées puis qui peuvent compliquer les relations aux autres. Puis c'est important de préciser qu'il existe vraiment plusieurs combinaisons entre ces différentes facettes-là, des facettes qui peuvent être un peu moins adaptées ou un peu plus pathologiques. Donc, un même diagnostic peut vraiment prendre plusieurs visages. Donc, ça serait faux de dire que deux personnes qui ont un même diagnostic vont avoir une représentation ou des facettes de leur personnalité qui sont identiques. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, certaines de ces facettes-là peuvent compliquer les relations. Si j'en nomme quelques-unes, par exemple, comme les grandes variations émotionnelles que les gens peuvent présenter, peuvent rendre parfois certaines réactions plus difficiles à prévoir pour les proches, ou l'impulsivité ou la prise de risque peut déclencher de l'inquiétude par moments chez les intervenants, chez les proches, qui peuvent rendre le contact plus difficile, ou même l'apparition de réactions plus hostiles en période de stress peuvent aussi compliquer le message. Quand les gens expriment de l'hostilité alors qu'ils ont peur, la réponse peut être plus difficile à recevoir ou moins concordante avec l'émotion qui est en dessous de ça. Donc, tous ces éléments-là peuvent compliquer la relation en tant que telle. Et le danger, c'est de faire des surgénéralisations à partir de certaines de ces facettes-là, comme on en parlait un petit peu plus tôt, comme de penser que, par exemple, les gestes de détresse sont des tentatives de manipulation ou des recherches d'attention. Et moi, je trouve qu'un élément qu'on ne dit peut-être pas assez, c'est qu'il y a beaucoup de facettes de la personnalité, de troubles de la personnalité, qui sont des facettes qui sont extrêmement lumineuses et extrêmement positives et qui rendent ces gens-là très agréables à plein d'égards à côtoyer. Puis on pourrait en avoir plusieurs là, de ces facettes-là, mais tout l'aspect de la créativité, le côté... l'accès à quelque chose de plus authentique, à des belles réactions émotionnelles plus intenses, une sensibilité. Donc, c'est toutes des facettes qui rendent aussi le contact souvent très agréable, puis qui peut brouiller les pistes parce qu'effectivement, c'est agréable de côtoyer des gens qui ont un trouble de la personnalité aussi, malgré les difficultés que ça peut représenter dans les relations.
C'est intéressant, c'est comme si de dire la même facette peut avoir son versant clair puis son versant sombre. Puis les gens ont tendance à se coller sur le versant sombre et que cette personne-là est toujours comme ça. Alors que quelqu'un qui est hypersensible, qui est hyper expressif, ça peut être super intéressant d'avoir ces gens-là dans notre environnement. Très intéressant, cette dimension-là. Ce qu'on peut, c'est pas né de rien, un peu ces préjugés-là par rapport à ces comportements-là qu'on identifie ou qu'on associe aux troubles de personnalité. Si on regarde juste ce que véhiculent les médias au niveau des troubles de personnalité, c'est une catastrophe. Globalement, d'abord, les troubles de personnalité, il y en a une dizaine de différents troubles de personnalité. Et justement, les facettes sont différentes dépendant des troubles. Et pour les gens qui vont exprimer davantage de colère et de dangerosité ou d'être plus difficiles à côtoyer, une infime partie de ces personnes-là, si je vous mets à titre d'exemple, des gens qui ont un trouble de personnalité narcissique sévère ou un trouble de personnalité antisociale pour lequel il y a eu une judiciarisation de ces difficultés-là. Alors, lorsqu'il se produit dans la société un problème d'ordre judiciaire, à titre d'exemple, les médias vont titrer cette personne a un trouble de personnalité. Lorsqu'il est question d'une exaction terrible, pensons à de la violence conjugale ou même à des homicides. Donc, les gens le diagnostic qui va sortir encore, c'est cette personne-là a un trouble de la personnalité. Alors que ce que l'on signifie, oui, peut-être cette personne-là a des difficultés au niveau du côté plus antisocial, ce qui est totalement injuste et fort pénible pour les personnes, la très grande majorité qui présentent des troubles de personnalité, que de porter en plus cette responsabilité-là. Je vous dirais, nous, comme cliniciens, on le voit lorsqu'il y a eu un événement majeur, catastrophique dans la région et que c'est sorti, le lendemain, c'est fort pénible pour eux de vivre cette dimension-là. On retient finalement qu'il y a quelque chose qui appartient à une généralisation de tout ça, mais qui appartient surtout à peut-être notre côté, à voir les aspects plus négatifs, à remarquer plus ces enjeux-là. Puis ça nous rappelle qu'il y a d'autres aspects à regarder, puis on peut prendre cette responsabilité-là, puis on peut prendre la responsabilité d'en parler avec les gens de ce côté-là plus lumineux, puis de ce côté-là qui vraiment peut contribuer à ce qui est mieux même, puis qui fait vraiment partie de ces gens-là, dans le fond. C'est un peu cette dimension-là qui est super importante en traitement. C'est ces dimensions-là qu'il faut travailler dans les premiers moments parce que les gens arrivent chargés de toute cette stigmatisation-là, qui ne changera pas facilement par rapport à leur environnement. D'ailleurs, on fait un peu des avertissements. S'il y a peut-être des gens autour de vous qui ne croiront pas beaucoup à vos chances de changer au niveau du traitement, mais sachez que ça fait un peu partie de ce préjugé-là et qu'au fur et à mesure de l'évolution, ces préjugés-là vont disparaître. Mais globalement, je vais juste mettre une petite emphase sur l'autostigmatisation. Le premier, c'est peut-être vous-même qui devez être un peu plus bienveillant envers vos difficultés. Une troisième question qu'on pourrait aborder, c'est que les gens se font dire qu'ils ne sont pas malades pour vrai. Le trouble de la personnalité, c'est une maladie ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, donc, non, le trouble de personnalité est un vrai trouble. C'est dans le répertoire des diagnostics des troubles, des maladies mentales. Donc, ça, c'est clair. C'est un trouble qu'on retrouve dans toutes les cultures. On va retrouver ça dans toutes les couches de la société. Il y a beaucoup de recherches qui est fondée là-dessus. Si on regarde justement au niveau du chapitre de la recherche, si on dit que ce n'est pas une vraie difficulté, si on regarde ce qui se passe, ce qu'il y a comme conséquence à avoir ce trouble, notamment au niveau de ce qu'on appelle la mortalité et la morbidité. Donc, la morbidité, c'est les difficultés, les problèmes qu'il y a autour de ça, ne serait-ce que
toutes des difficultés associées à des problèmes de vie, la toxicomanie ou à des conduites impulsives ou le fait aussi qu'il y a peut-être une certaine pauvreté qui s'accompagne à une difficulté de fonctionnement. Donc, les déterminants de la santé de chez cette personne-là peuvent jouer un rôle drôlement important. Mais si on regarde quelque chose d'aussi clair que l'espérance de vie d'une personne qui présente un trouble de personnalité par rapport à une personne qui n'en présente pas, ce que l'on regarde, en bout de ligne, il y a ce que les études ramènent et qui est drôlement solide, c'est que les gens qui présentent un trouble de personnalité ont une espérance de vie de 13 ans en moyenne de moins pour les hommes et de 9 ans pour les femmes. Donc, c'est très significatif de ça. Donc, ils vont perdre c'est pas mathématique pour tout le monde, mais globalement, c'est des gens qui vont mourir plus jeunes. Donc, en plus de comment ils se sentent, il y a vraiment un effet sur leur vie. Là. Il y a vraiment des effets qu'on peut compter puis qu'on peut calculer. Tout à fait. Ne serait-ce que peut-être un premier indice que l'on constate, c'est le taux de suicide. Le taux de suicide est beaucoup plus élevé chez les gens qui présentent un trouble de personnalité que ceux qui n'en présentent pas. Et les hommes sont ceux qui vont commettre le plus de suicides, ce qui pourrait expliquer la marge entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les hommes se suicident davantage par rapport aux femmes. Mais si on compare vraiment entre ces deux groupes-là, les deux populations, avec ou sans trouble de personnalité, les gens qui ont un trouble de personnalité ont nettement plus de suicides que les personnes non atteintes. On va retrouver également beaucoup plus de traumatisme, parce que fort probablement que ces gens-là se mettent plus à risque. Quelquefois, il y a des relations qui sont plutôt pénibles avec des gens qui sont plutôt violents, qui peuvent se produire aussi. Le problème de la toxicomanie qui est associé à cela. Donc, on peut retrouver donc un peu plus de traumatisme chez des gens. Même globalement, on a retrouvé plus de problèmes cognitifs majeurs en fin de vie chez les gens qui présentent un trouble de personnalité, notamment au niveau des démences que les études expriment. Mais ça aussi, on peut trouver une explication, peut-être pas la seule, mais en lien avec les déterminants, le fait d'une certaine pauvreté qui a été acquise de par les difficultés de fonctionnement, l'alimentation, peut-être aussi la toxicomanie qui s'est associée à cela, les traumatismes qui ont été plus fréquents, on le voit, il y a plus de traumatismes. Donc, écoutez, c'est très clair. Un vrai trouble, c'est une vraie difficulté, puis qui doit vraiment attirer notre regard et nos ressources parce que c'est des gens qui sont souffrants et qui risquent beaucoup. La question qu'on peut se poser alors, c'est d'où ça vient? Pourquoi on entend encore beaucoup ce préjugé-là ou ce stéréotype-là, que c'est pas une vraie maladie? Fort probablement, si on compare ça aux autres troubles. Si on parle d'un état dépressif, on voit la personne, elle est déprimée. Là, elle est déprimée depuis 6 mois, pour dire quelque chose, et dans un an plus tard, elle va mieux. Donc, on voit qu'il s'est passé quelque chose. Une anxiété, quelqu'un qui a un trouble anxieux relativement marqué, ça va être de façon très claire une évidence également. Les troubles psychotiques, on voit bien que c'est pas normal. La personne a des éléments de délire ou d'hallucination. Donc, on comprend bien la dimension de trouble là-dedans. Au chapitre des troubles de la personnalité, c'est inscrit, on dit trouble de la personnalité, c'est parce que c'est inscrit dans le caractère de la personne. Donc, les gens connaissent cette personne-là et disent, elle a toujours été comme ça. Puis comme ça se manifeste beaucoup par des éléments de comportement, donc on va plutôt associer ça à un mauvais caractère chez cette personne-là plutôt qu'un trouble, ce qui est fort dommageable et qui probablement est très dur à porter pour ces personnes-là qui vont amener, on peut ramasser l'autostigmatisation encore, les préjugés qui sont là. Donc, c'est extrêmement difficile. Donc, il faut l'expliquer. D'abord, l'expliquer aux personnes que c'est un vrai trouble. C'est un trouble qui se traite, en plus, dans une autre... on va en parler un peu plus abondamment un peu plus tard. Donc, un vrai trouble.
un vrai trouble, puis peut-être que j'ajouterais un élément lié au traitement, justement, comme ce n'est pas un trouble qui se traite avec la médication, qui n'est pas associé à un dérèglement neurochimique dans le cerveau, ça peut peut-être donner l'impression que c'est pas quelque chose, c'est pas une vraie maladie. Or, il y a des traitements qui existent, mais des traitements qui vont plus vers les psychothérapies ou les approches de réadaptation qui tiennent en compte les éléments de la personnalité. Mais ça aussi, je pense que ça a pu jouer dans ce stigma-là. Tout à fait. La médication peut être utile, mais ce qu'on signifie par cette assertion-là, c'est que vraiment le traitement pour régler le trouble, c'est davantage d'une psychothérapie. Vous avez raison. On serait rendu à une 4e question que les gens se posent, qu'on entend. Si avoir un trouble de personnalité, c'est un vrai problème médical, pourquoi les gens ont l'impression que d'avoir un autre diagnostic, comme un choc post-traumatique, une dépression, ça donne plus de sympathie de la part de leurs soignants, ça donne plus de sympathie de la part de leurs proches? C'est une impression qu'on entend souvent. Et je serais curieux de vous entendre sur ça. On est à la suite un peu du préjugé ou la stigmatisation au niveau du trouble. Hein. Dans le caractère de la personne, dans ce qui est inscrit dans sa personnalité, il y a de l'instabilité dans ses demandes de soins, puis l'implication est difficile au niveau du traitement. Déjà, cela va rebuter certains intervenants. Il y a aussi le fait que le trouble de personnalité, c'est aussi pour certaines personnes et pour certains troubles, une récurrence de crise qui fait que ces gens-là ont à consulter souvent. Et puis, c'est beaucoup de crises, notamment des crises suicidaires ou dans un contexte d'automutilation. Donc, il y a aussi une interprétation de la part des intervenants dans les urgences qui vont parler d'une surutilisation des services de façon éparpillée, de façon non organisée. Il y a ces crises émotives, ces passages à l'acte, ces difficultés à respecter les ententes au niveau du traitement, un débordement de temps en temps relié à l'irritabilité ou de l'impulsivité. On peut le comprendre, puis vous vous souvenez, ces gens-là arrivent en traitement avec déjà une mauvaise estime d'elles-mêmes, avec un sentiment que c'est le jour de la marmotte un peu pour eux, que rien ne changera. Donc, on peut comprendre cette difficulté-là. Il y a aussi dans le traitement, ce qu'on constate, plus ces gens-là s'approchent des intervenants, plus ils font confiance, plus on peut penser que la peur augmente également, qui peut créer une certaine instabilité. Dans les premiers moments du traitement, on en parlera un peu plus, on peut en parler un peu plus abondamment. Et pour d'autres raisons, il y aura ces escalades de symptômes. On constate peut-être à l'image de cela que le taux d'abandon est assez élevé en thérapie. 2 sur 3 ne demeureront pas dans un suivi externe. C'est énorme, ce qui va aussi alimenter le préjugé, comme de quoi c'est des gens-là, c'est des gens instables, c'est des gens qui ne s'impliquent pas. Donc, vous comprenez que tout cela peut amener des réactions chez les intervenants qui sont des fois très difficiles à modifier. Il y a des études d'ailleurs qui ont regardé ces dimensions-là, qui ont fait une étude sur 1 millier d'intervenants qui sont allés explorer quels étaient les sentiments négatifs chez les intervenants en lien avec les personnes qu'ils rencontraient au niveau qui présentaient un trouble de personnalité. Et ce qui ressortait comme principaux sentiments, c'était la frustration, la colère, la suspicion, une aversion, un accablement, un embarras. Donc, beaucoup de gens n'aiment pas travailler avec les gens qui présentent ces difficultés. On est allé un peu plus loin pour saisir un peu quels étaient les qualificatifs les plus utilisés pour les décrire. Donc, c'était aller débusquer ces préjugés-là. Donc, ce qui ressortait, ce qu'on entend régulièrement, et je l'entends encore régulièrement, moi, avec d'autres intervenants avec lesquels j'ai interviewé, j'ai des rapports occasionnels. Donc, on va parler de manipulateurs, d'abuseurs, de mauvais patients difficiles, des saboteurs, des gens qui ne collaborent pas, qui sont irrespectueux, qui sont menteurs. Alors, voyez-vous, par rapport à votre question, vous avez l'impression d'avoir un traitement différent? Bien oui. C'est parce que ces personnes-là se confrontent à
ces préjugés, cette stigmatisation. Il faut comme se rappeler que c'est des gens qui sont extrêmement souffrants derrière tout ça, puis on dirait que c'est ça, cette idée-là qui veulent pas s'aider, qui abandonnent facilement, ça vient souvent nous faire en sorte qu'on oublie ça, mais je trouve que ça nous ramène à l'essentiel, tu sais, de ce qu'il faut considérer pour aider ces gens-là, puis se rappeler qu'il y a quelque chose d'extrêmement difficile pour eux, puis je trouve que la conversation qu'on a, ça nous aide à voir que il y a des choses qui leur appartiennent pas juste à eux, qui font en sorte que c'est extrêmement difficile, puis plus on arrive à les considérer, ben plus on peut peut-être redévelopper notre empathie ou le sentiment qu'ils sont très souffrants derrière ça, puis qu'il y a quelque chose de gros là, qui fait en sorte que ça peut leur arriver. Tout à fait. Et je pense qu'on peut penser que ces personnes-là se sont fait dire pendant 10, 15 ans, 20 ans, réfléchis donc avant d'agir, t'es donc pas responsable, j'ai hâte que tu sois mature. Bref, ce genre de commentaires-là, totalement déplaisant et absolument pas aidant, là. Donc, ils ont été nourris pendant des années avec cette appréciation-là de leur environnement. On serait rendu à explorer une 5e question, qui m'apparaît évidente à ce stade-ci. C'est quoi les pistes de solutions pour sortir de ces préjugés-là, sortir de ces stigmas, sortir de la discrimination? Qu'est-ce qui est à notre portée? Puis j'ai envie de dire, qu'est-ce qui est à notre portée, du point de vue des personnes qui vivent ça? Puis qu'est-ce qui est à notre portée aussi comme intervenant face à tout ça? Je dirais le premier mouvement, là, on est en train de le faire avec vous, là, c'est de dire que ça existe, cette histoire-là, et qu'on doit en tenir compte. Et bien sûr, de travailler à votre propre automatisation, parce que ça aura une influence d'abord sur votre humeur et l'estime que vous avez de vous-même, mais aussi de votre implication au niveau du traitement. Donc, c'est déjà une première piste. Donc, vous savez que ça vient avec, vous en connaissez l'origine maintenant. Vous savez également qu'autour de vous, peut-être que les gens ne changeront pas d'opinion aussi rapidement ou n'auront pas un espoir très grand au départ, mais vous savez ces dimensions-là. Les statistiques aussi nous montrent que vont vous aider. N'oubliez pas ce qu'on vous a dit tout à l'heure par rapport à l'importance de ce trouble-là, qui est un véritable trouble. Vous aurez aussi des statistiques au niveau de la perspective de changement. Qu'est-ce qui s'améliore? Avec quelle fréquence? Donc, ça va jouer considérablement sur l'appréciation que vous avez de vous-même. Donc, il faut vous informer vous-même. En thérapie, c'est des dimensions, quel que soit le niveau de thérapie à laquelle vous allez vous appliquer, vous aurez cette dimension-là qui va être travaillée. Au niveau des familles aussi, je pense que c'est important que l'on fasse ce travail-là auprès des familles. Il y a les organisations qui s'occupent des familles au niveau des organismes communautaires. Quelquefois, nous rencontrons les familles parce que ça devient nécessaire. Si on ressent de certains éléments négatifs ou une certaine pression sur la personne, ou encore lorsque le trouble est sévère et on sent énormément d'inquiétude chez les familles. Donc, on les informe et on les forme, à la limite, aux troubles de la personnalité, en leur disant également ce qu'il faut faire et ne pas faire. Hein. C'est nous les thérapeutes, eux, c'est les familles, mais on veut quand même leur donner une perspective intéressante. On va intervenir également au niveau des intervenants dans quel que soit le lieu de traitement. Je vous ai fait remarquer tout à l'heure que la fréquentation à l'urgence est un endroit assez difficile pour les gens qui présentent ce trouble-là, mais globalement, la majorité des intervenants ont un travail à faire au niveau de cette reconnaissance-là des difficultés et de l'espoir et de ce qu'on peut offrir comme traitement au niveau des troubles de la personnalité, surtout lorsqu'on n'est pas impliqué au niveau d'un suivi structuré. Les services dans la communauté également. Il y a beaucoup de préjugés, que ce soit au niveau de la police, au niveau des ambulances, au niveau des services que vous aurez à aller chercher ou à lesquels vous êtes des soins qui vous sont requis. Donc, les gens ont ces préjugés-là par rapport à la difficulté que vous présentez. Donc, l'idée, c'est de renseigner ces personnes-là sur d'abord l'existence de ce trouble-là et les attitudes qui sont adéquates. Donc, le grand public également est à travailler. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple des médias, mais
les gens sont nourris aussi par ces médias-là. Donc, il y a des préjugés qui sont aussi dans la tête de bien des gens. Donc, il faut en parler davantage, en parler adéquatement, vraiment parler de ce trouble-là, ce qu'il est, et donner les statistiques qui sont fort positives, d'ailleurs. On vous en parlera ultérieurement. En conclusion, un changement de paradigme par rapport à ce trouble-là doit s'imposer, et s'impose, il doit avoir lieu. Ici, je vais vous parler d'une étude qui avait été faite auprès de personnes qui présentaient un trouble de la personnalité et de voir un peu comment on pourrait, quels éléments ils pourraient nous donner, quels éléments pourraient être favorables à diminuer la discrimination chez eux. Alors, c'est intéressant. Je vais vous donner une série de préjugés ou de façons de nommer ces personnes-là et comment ça peut aider d'être autrement. Et donc, ces personnes-là demandaient, au lieu d'être vues comme un diagnostic, regardez-moi comme une personne. Écoutez, je pense que c'est ultra fréquent d'entendre des gens, celui-ci est un narcissique, ça c'est une borderline, ça c'est un dépendant, lui c'est un obsessionnel. Donc, les gens ne sont plus des personnes, sont des diagnostics. Autre des discriminations, assumer qu'il sait tout ce qui se passe. C'est comme si l'intervenant ou les personnes qui sont autour voient cette personne-là comme étant non compétente à agir adéquatement par rapport à ses difficultés, que c'est un problème de volonté, que c'est un de maturité, alors que ces gens-là ont aussi à comprendre ce qui se passe et à explorer davantage cette dimension-là. Au lieu de les traiter avec mépris, les traiter avec compassion, ce sont d'autres demandes. Être dépassé ou envahi par la situation, plutôt rester calme et centré sur la difficulté. De focusser sur les comportements négatifs, on en a parlé tout à l'heure, travailler plutôt les forces et la vie de la personne dans son ensemble plutôt que de le voir comme un diagnostic avec tel comportement. Dénier la souffrance et le point de vue de la personne. Donc, ça aussi, c'est un peu... ça doit être extrêmement pénible à supporter lorsque tu as une douleur intense qui va même jusqu'à avoir des idées suicidaires et que tu n'es pas cru, que tu n'es pas pris au sérieux. Donc, c'est prendre la personne au sérieux et de valider qu'il y a une souffrance, mais qu'on est plutôt ouvert à en entendre parler. Ne pas croire que les choses puissent changer pour ces personnes, alors que vous devriez être... ce qu'on va demander aux gens, c'est soyez des porteurs d'espoir. Bon, c'est ce qu'eux veulent. C'est les demandes que les personnes atteintes demandent. Nous, c'est ce qu'on vous a dit un peu tout le long de cet atelier-là, c'est comment devenir ces porteurs-là, de défaire ces préjugés-là, ce qui vont permettre aux gens de s'impliquer au niveau du traitement puis d'avoir beaucoup plus de chances d'explorer adéquatement toutes ces dimensions-là qui sont très souffrantes, croyez-nous. Donc, on peut résumer en disant « Parlons-en, renseignons-nous, regardons la situation avec une autre perspective ou sous un autre angle. » Et peut-être que j'ai envie de dire qu'on pourra mettre des références, toutes sortes de références disponibles pour aller chercher de l'information. Il y a des livres, il y a des choses qui se sont faites sur Internet, il y a des vidéos, il y a des ressources communautaires. Donc, il y a toutes sortes de choses que les gens peuvent consulter pour aller chercher de l'information pour contribuer à ça. Merci. Puis moi, ce que je retiens, c'est aussi que j'ai l'impression que quand on va parler du traitement, on va en parler aussi de la dimension de la discrimination puis de l'impact que ça peut avoir. Puis je retiens que peu importe qu'on soit une personne qui travaille avec les gens qui ont un trouble de personnalité, une personne qui a un trouble de personnalité, une personne qui interagit avec les gens qui ont un trouble de personnalité, bien, la première personne à regarder, c'est nous, puis c'est nos propres croyances, puis comment je peux travailler sur ça pour après ça, essayer de défaire ça, puis m'aider moi-même ou aider les gens qui souffrent là-dedans.